Bien, bonsoir à tous. Il est 19h, le quorum étant atteint, je vais pouvoir ouvrir cette séance du conseil municipal. Un conseil municipal dont l'ordre du jour est assez restreint, mais qui est le dernier conseil municipal avant l'été, normalement, on ne sait jamais, mais voilà. Donc, je vous informe que Madame Chartrain a donné procuration à Monsieur Duhamel, Madame Noguer à Madame Skrinsky, que Monsieur Sarrazin a donné procuration à Monsieur Abadi, Monsieur Michelon à Madame Jacquier. Voilà. Monsieur Abadi sera secrétaire de séance. Et je vous informe que le point 3 se votera à main levée. Voilà, puisqu'on a cherché dans les textes, c'est comme ça qu'on peut faire. Il y a une question diverse du groupe d'opposition et je rajouterai un point divers à la fin de l'ordre du jour. Alors, point numéro 1, l'approbation du procès-verbal du dernier conseil municipal en date du 3 avril. Est-ce qu'il y a des questions ? Je vais soumettre au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Merci beaucoup. Point d'opté à l'unanimité. Ah, 3 oppositions ? Ah, d'accord. 3 oppositions. Point adopté, donc, mais pas l'unanimité. Le point numéro 2, donc pour information, les décisions du maire prises en vertu de sa délégation. Je vous invite à les parcourir rapidement. Donc, il s'agit de l'avenant sur les travaux de la rue Maréchal Foch. C'était sur l'avenant qui concerne les réseaux. Sur procédure de reprise de concession funéraire, sur également les lots pour la rénovation énergétique des ateliers municipaux. Et puis le dernier, en revanche, c'est purement formel, même si le montant est énorme, c'est parce qu'en fait il fallait prendre un point simplement pour une des 2 tranches, c'est purement formel. Voilà. Ça c'était simplement pour information. Oui, Madame Veiller, allez-y. Sur les avenants de la rue de Maréchal Foch, c'est dû à quoi ? Vous avez fait un avenant, c'est les travaux en plus. C'est sur des travaux sur les réseaux qui n'avaient pas été prévus. D'accord. Sur le marché initial. Merci. Le point suivant, c'est le point numéro 3 sur la création de la commission de délégation de services publics. Nous devons créer cette commission et en fait on va voter pour la composition de cette commission. C'est la nouvelle station d'épuration qui engendre un coût supplémentaire supérieur à 5% qui nous donne l'obligation de créer cette commission. Sur les membres de cette commission que je vous propose mais qui ont été proposés en délibération avec les différents groupes. Membres titulaires, que je vais soumettre au vote. Monsieur Duhamel, Madame Guillard, Monsieur Vergès, Monsieur Abadi, Monsieur Paul. Membres suppléants, respectivement, Madame Cardouat, Madame Noguer, Madame Skrinsky, Monsieur Bullet, Monsieur Michelon. Je vais donc soumettre au vote à main levée. Y a-t-il des voix contre ? Y a-t-il des abstentions ? Je crois que cette fois-ci, il faut aussi lever. Y a-t-il des voix pour ? Voilà. Là, on va lever la main. Monsieur Bullet, est-ce que vous levez la main ? Oui. Voilà. J'étais pas sûr. Voilà. Bon, très bien. Très bien. Donc, cette commission a été élue à l'unanimité. Voilà. Le point numéro 4 concerne une décision modificative sur le budget principal et je vais donner la parole à Madame Guillard. Donc, première décision modificative au budget principal sur l'année 2024, vue en commission des finances le 14 juin. Donc, pour la section de fonctionnement, une diminution du virement à la section d'investissement de 106 635, on voit très mal à l'écran, qui est compensée au niveau des recettes par une diminution des crédits pour 130 116 euros et une augmentation des crédits de 23 481 euros. Donc, dépenses et recettes sont équilibrées sur cette décision. Ensuite, en investissement, diminution des dépenses travaux et fournitures de voirie pour 20 000 euros et le trinquet pour 91 635. Augmentation des crédits en dépenses, donc terrain de voirie, terrain bâti, comme vous le voyez, l'informatique et bâtiments équipements sportifs. Ce sont des ajustements, ce sont des notions des écritures d'équilibre.
Et en recette, eh bien, le virement à la section d'investissement pour 106 635 en diminution des crédits et subvention d'investissement pour 2 537 €. Donc l'équilibre aussi est réalisé sur l'investissement. Merci beaucoup. Donc cette décision modificative a été vue en commission des finances. Voilà, il a été adopté à l'unanimité. Et voté à l'unanimité. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, je vais procéder au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? 3 abstentions. Point adopté à l'unanimité. Point adopté, tout court. Désolé. Bien, le point suivant est encore un point financier sur le budget annexe. Et je vais redonner la parole à Madame Guiard. Voilà, il s'agit de voter les durées d'amortissement au budget annexe aménagement foncier. Les durées d'amortissement doivent correspondre à la durée totale, à la durée probable d'utilisation et qu'elles sont fixées pour chaque bien ou catégorie de biens par le conseil municipal, à quelques exceptions près qui vous sont données sur la notice. Donc vous avez les durées d'amortissement qui sont présentées à l'écran pour les immobilisations incorporelles et les immobilisations corporelles. C'est quelque chose qu'on doit voter en conseil municipal. Il y a une seule dérogation pour l'amortissement au prorata temporis pour les biens qui sont inférieurs à 1 000 €. C'est la seule dérogation qu'il y a. Voilà, donc si vous prenez connaissance des durées, elles correspondent d'ailleurs aux durées qu'on avait votées il y a quelque temps pour le budget principal aussi, sur les durées d'amortissement. Merci beaucoup. Bon, on s'en CRS sur ce point, mais est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Merci, cette fois-ci, le point est adopté à l'unanimité. Le point suivant concerne les subventions aux associations. Et je vais donner la parole à Monsieur Le Godec. Le 4 juin s'est réunie la commission mixte pour voter l'attribution des subventions. Au total, 43 associations. Peut-être remettre le micro ou donner un autre. Ouais. Voilà, c'est bon. Fatigué. Au total, 43 associations se sont vues attribuer des subventions pour un montant total de 74 190 €. Quelques demandes spéciales ont été émises par certaines associations. Ces demandes seront traitées et étudiées au moment des votes des subventions complémentaires, comme chaque année. Les subventions ont été votées à l'unanimité lors de la commission. Voilà. C'est bon ? Merci, oui. Enfin, c'est pas encore voté, mais en tout cas pour la présentation, c'est bon. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point des attributions des subventions aux associations vicoises? Non. Pour rappel simplement, là c'est c'est la première partie des subventions. Il y a les subventions complémentaires en fin d'année, et il a été vu avec certaines associations qui n'ont pas aujourd'hui la totalité de leurs demandes que la deuxième partie pourrait être vue en subvention complémentaire. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Point adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Le point suivant, le point 7, concerne une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens, notamment avec la commune, la MJC et la FRMJC. Et je vais donner la parole à Monsieur Bullet. Vu l'avis favorable à l'unanimité du bureau municipal en date du 10 juin 2024, vu l'avis de la commission des finances en date du 29 novembre 2023, considérant l'association MJC qui est adhérente à la Fédération régionale MJC Occitanie, et la MJC est une association de jeunesse et d'éducation populaire agrégée par le ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Éducation populaire et de la vie associative. Considérant que dans le cadre de son projet associatif, la MJC s'est assigné les objectifs et priorités suivantes: animer un lieu d'expérimentation et d'innovation sociale au plus près des habitants, offrir des services qui encouragent l'initiative, la responsabilité et la pratique citoyenne, contribuer à la création de liens sociaux par l'écoute de la population et sa participation au développement local, et agir pour cela en partenariat notamment avec les collectivités locales. Elle est force de proposition et possède plusieurs clubs et acteurs
active au niveau des animations de la ville de Vic-en-Bigorre, ouverte à tous sans discrimination dans une ambiance de convivialité. Considérant que ce programme d'action présenté par la MJC concourt à la politique sociale, éducative, culturelle et d'animation de la commune au bénéfice de ses habitants, et considérant que le projet de convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens 2024-2026 a pour objet de préciser les objectifs que la MJC s'engage à poursuivre, considérant que la présente convention prendra effet à compter du 1er juillet 2024 et viendra à échéance le 31 décembre 2026. La commune souhaite apporter une aide au fonctionnement de cette association à hauteur de 5 000 € par an. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le contenu de la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens 2024-2026, inscrire au budget principal les crédits correspondants et autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer cette convention. Merci beaucoup, monsieur Bullet. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions. Je vais simplement donc apporter une précision. Donc, il est clair que ce n'est pas directement des compétences de la commune, puisque la MJC relève plutôt des compétences de la communauté de communes, qui déjà participe au financement, je crois, de du traitement ou de la rémunération de la directrice. Mais il nous a semblé opportun, ayant été sollicité par la MJC, compte tenu du travail qu'ils font, de l'animation qu'ils font, du nombre de Vicois qui y participent et de l'animation qu'ils font pour la commune, de pouvoir participer directement, nous aussi, il fallait que la municipalité participe directement. Donc c'est 5 000 € par an pendant 3 ans. Je vais passer au vote, s'il n'y a pas de questions. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? Point adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Le point suivant, le point numéro 8, c'est une adhésion à un groupement de commandes porté par les SDE, par le SDE. Je vais donner la parole à monsieur Abadi. Oui, donc il s'agit du renouvellement de l'adhésion de la commune au groupement de commandes créé en 2021 pour 3 ans par 11 syndicats départementaux d'énergie, dont fait partie le syndicat départemental d'énergie 65, qui permet aux collectivités membres d'acheter de l'électricité et du gaz au meilleur prix. Je précise que le SDE 65 a décidé en 2023 de reconduire l'accès gratuit à ce groupement d'achat pour l'ensemble de ses membres. Merci beaucoup, monsieur Abadi. C'est donc un renouvellement. Rien de particulier à mon sens, mais est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions ? Merci beaucoup. Point adopté à l'unanimité. Le point suivant concerne la dénomination de la rue qui traverse le village senior Le Pigeonnier. Je vais donner la parole à madame Carrère. Alors, considérant la construction du quartier senior qui est enfin achevé et qui a été pris d'assaut, allons-nous dire, dont certains locataires ont déjà intégré leur logement le 10 juin, les autres arrivent petit à petit. Donc ce quartier est traversé par une rue auquel il faut donner un nom. Alors, considérant que la voie du quartier ne connaît aucune traduction administrative, on doit faire une régularisation administrative. Donc nous avons proposé d'appeler cette rue la rue du Pigeonnier, puisqu'il a toujours été question du bâtiment existant qui s'appelait le Pigeonnier. Donc voilà, ça a été proposé en commission et les locataires, lors d'une réunion, ont trouvé ça, ça se rapportait vraiment au quartier. Donc nous proposons d'appeler cette rue traversante la rue du Pigeonnier. Merci beaucoup. C'est effectivement cohérent avec le nom du quartier. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? Merci beaucoup. Point adopté à l'unanimité. J'en profite pour dire que l'inauguration du quartier senior aura lieu demain à 12h30 et que tous les conseillers municipaux sont les bienvenus pour participer à cette inauguration, la visite, et qui sera suivie d'une petite réception. Voilà, avec les habitants du quartier. Le point suivant
c'est le point numéro 10. Il concerne un recrutement, et donc je donne la parole à Monsieur Roucaud. Des agents en emploi d'été. Au niveau des services administratifs, il est créé un emploi à temps complet sur emploi non permanent sur le grade d'adjoint administratif relevant de la catégorie C pour exercer les fonctions d'agent administratif polyvalent pour une durée de 2 mois pour pallier au congé annuel des agents et maintenir le service, notamment sur les missions de délivrance des titres d'identité dans le cadre du plan d'urgence. Concernant les services techniques, il est créé un emploi à temps complet sur emploi non permanent sur le grade d'adjoint technique relevant de la catégorie C pour exercer les fonctions d'agent technique polyvalent pour une durée de 3 mois. Ce besoin s'étendant de juin à septembre est principalement lié à la logistique pour l'organisation des divers événements communaux et aux missions d'entretien des espaces verts. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à procéder à ces recrutements. Merci beaucoup. Donc, deux types de recrutement. Est-ce qu'il y a des questions pour la saison estivale? Je vais donc soumettre au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Point adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Enfin, le dernier point de l'ordre du jour, il concerne une motion relative aux mesures d'économie annoncées par l'État qui sont susceptibles d'affecter les finances locales. Et cette motion est à l'initiative de l'Association des petites villes de France, donc une association qui n'est pas politisée. Et il m'a semblé que cette motion pouvait correspondre sans orientation politique à ce que les municipalités de notre taille pouvaient vivre en termes d'autonomie financière et de contraintes, voire des engagements de l'État. Et donc je vais me permettre de vous lire un petit peu, en tout cas, l'esprit de cette motion avant de la soumettre au vote, enfin avant de répondre aux questions et de la soumettre au vote. La façon dont l'Association des petites villes de France s'est adressée à moi, c'est en disant que le gouvernement a récemment annoncé la mise à contribution financière. C'était avant la dissolution, tout ça que nous avait proposé. Ça n'a rien à voir avec l'actualité politique. Le gouvernement a récemment annoncé la mise à contribution financière des collectivités territoriales au redressement des comptes publics. Or, comme vous le savez, les collectivités ne portent pas la responsabilité dans l'accroissement des déficits budgétaires. Ça, c'est simple, puisque nous, on a la règle d'or, on peut pas voter un budget en déficit. La réduction progressive de leur autonomie financière et fiscale, donc ça vous savez, la taxe d'habitation, etc., qu'on nous a supprimé, qu'on pensait, enfin en tout cas à l'instant T, mais en tout cas on n'a plus cette autonomie financière, rend les collectivités plus que jamais vulnérables aux décisions budgétaires de l'État. C'est vrai que à partir du moment où on ne peut pas lever l'impôt, très peu, on est tributaire de ce que l'État voudra bien nous allouer. Ce sont en particulier les investissements des collectivités qui sont visés. Ces investissements, pourtant indispensables à la bonne santé du tissu économique local, sont d'autant plus nécessaires pour réussir la transition écologique, notamment. Enfin, notamment, c'est moi qui le rajoute. Face à ces injonctions contradictoires, nous invitons à réagir collectivement. Et donc là, c'est la motion. Et donc la motion qui est proposée, c'est que le conseil municipal rappelle que les collectivités n'ont jamais été à l'origine des diverses mesures de suppression d'impôts locaux de ces 20 dernières années, qui ont porté atteinte à l'autonomie fiscale des collectivités, tout en coûtant de plus en plus cher à l'État. Ça, c'est vrai qu'on nous a jamais sollicité là-dessus. Le conseil municipal rappelle que les maires ont été présents au moment de la crise sanitaire, palliant la carence de l'État, qui ont subi récemment la flambée des prix de l'énergie, ainsi que diverses mesures normatives prises unilatéralement par l'État et qui ont un coût considérable pour les budgets locaux. Le conseil municipal rappelle qu'à l'heure où interviennent ces coûts budgétaires, les conseils municipaux sont engagés en deuxième partie de mandat dans la mise en œuvre de leurs programmes municipaux, notamment avec des investissements dans le cadre de la transition écologique. J'aurais envie de rajouter pas seulement, mais en tout cas, ça fait partie du sujet. Mais effectivement, on a un programme, on a des investissements, et effectivement, si on nous coupe les budgets alors qu'on a des investissements dans les tuyaux et qu'on n'a pas la possibilité de lever l'impôt, on est dans la passe alors qu'on n'a rien demandé. Le conseil municipal demande au gouvernement de ne pas remettre en cause la capacité d'agir des collectivités, de leur permettre de mener à bien les projets issus des engagements pris lors de la campagne municipale. Le conseil municipal demande enfin au gouvernement de garantir l'autonomie financière et fiscale des collectivités et d'instaurer la transparence, lisibilité et prévisibilité. La prévisibilité, c'est important parce que si on ne peut pas avoir à plusieurs années, c'est compliqué. Dans les relations financières entre l'État et les collectivités, rappelant que l'article 1er de la Constitution stipule que l'organisation de la République est décentralisée. Est-ce que vous avez des questions sur cette motion ? Oui.
Madame Abahir. Oui. Lors du dernier conseil communautaire, M. Denis Grenier a proposé de faire une motion. M. Ray était d'accord, ils ont travaillé dessus, ils l'ont proposé. Est-ce que vous l'avez reçu? Parce qu'elle doit être votée au niveau du conseil communautaire. Pour tous les maires, ça aurait plus de poids peut-être que... Ah non, mais là, faire doublon, quoi, alors, ça c'est purement symbolique. Hein. Là, c'est l'association des petites villes de France, donc c'est national. C'est une association nationale non politisée, à ma connaissance en tout cas, et de toute façon c'est purement symbolique parce que le conseil municipal se prononce. En plus, honnêtement, vu le contexte, mais bon, ça nous permet de pouvoir au moins dire à l'État que de manière officielle, qu'effectivement, on souhaite pouvoir conserver une autonomie financière dans la capacité qu'on a à pouvoir prélever l'impôt, et puis que ce soit pour en prélever plus, en prélever moins, en prélever pareil, pour tel ou tel, ça ne dépend pas de l'équipe majoritaire en place. Hein. Et puis également, également pour ce qui concerne les subventions de l'État, qu'on puisse avoir un maintien, ou en tout cas une visibilité dans ce qu'elles sont à plusieurs années. Parce que personne peut conduire une action publique cohérente s'il n'y a pas une visibilité à plusieurs années. Sinon, c'est vraiment au fil de l'eau. Chaque année, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas faire de projet qui dépasse l'année. Oui, Madame Guillard. Je pense à la Comcom, et effectivement, la motion, elle apparaît également. Il faut qu'on la vote. D'accord. Donc elle risque d'être votée aussi par la communauté de communes. Oui, parce que, oui, voilà, mais c'est pas travaillé par... là, c'est vraiment... elle est telle que reçue par l'Association des petites villes de France. D'accord. Okay. Il n'y a rien de changé. Pas une virgule. D'accord. Je vais la soumettre au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions? Oui, une. Des abstentions? Motion adoptée, merci beaucoup. On en a fini pour l'ordre du jour de ce conseil municipal. Une question du groupe d'opposition. Est-ce que vous souhaitez la lire ou la poser sans... Le projet de déplacement de l'école... Peut-être un peu plus proche du micro si vous voulez bien. Merci beaucoup. Le micro proche de vous, c'est plus facile. Le projet de déplacement de l'école soulève aussi une question importante qui concerne la dimension patrimoniale, culturelle et urbanistique. L'école Pierre Guillard va avoir 70 ans. Bien évidemment, la population vicoise a un attachement tout particulier à ce lieu qui a participé à l'éducation de plusieurs générations d'enfants. Il est important que vous puissiez dire aux gens quel avenir est prévu pour ce bâtiment, et ce d'autant plus, plus de 600 000 € de travaux ont été réalisés ces dernières années. Alors effectivement, c'est une question importante. Ce qui est prévu à ce stade, c'est un transfert de toutes les classes de l'école primaire Pierre Guillard sur l'enceinte du collège avec un projet qui sera normalement dévoilé à la fin de cette année. Projet, je veux dire, de construction. Scolaire, ou... Non, cette année civile. Enfin, dernier trimestre de l'année civile, c'est ce qui est prévu. Il peut y avoir du retard, de l'avance, c'est plus rare. Donc voilà, ça c'est une chose. Et il sera aussi présenté donc par la communauté de communes, puisque c'est la communauté de communes qui est maître d'ouvrage. Il sera présenté que dans la mesure où ce transfert aura été validé par toutes les instances décisionnaires, et notamment par l'Éducation nationale. Donc moi, tant qu'on n'est pas certain du déplacement à 2025, je ne présenterai pas d'orientation précise sur l'avenir du bâtiment de l'école Pierre Guillard. Maintenant, je suis d'accord avec vous sur l'attachement tout particulier pour la plupart d'entre nous et la plupart des... Enfin, la plupart non, y
quoi, qui étaient à l'école Saint-Martin, mais enfin, ceux qui ont grandi à Vic, ils étaient soit l'un, soit l'autre, et soit à l'une, soit à l'autre des écoles. Et donc, effectivement, il y a un attachement de beaucoup à cette école, de ma part complètement aussi. Et donc, l'idée, ce sera que la commune puisse penser à une réutilisation de ce bâtiment, qui soit une réutilisation qui serve l'intérêt général, qui serve les Vicoises et les Vicois, et qui serve aussi la municipalité, dans le sens où ça peut être aussi un atout de développement, ou même de rentabilité d'ailleurs, pour la municipalité. Donc voilà, tout en sachant que on peut aussi imaginer des usages mixtes d'un tel bâtiment qui, je ne sais plus combien il y a de salles de classe, mais c'est quand même assez important. Je dirais une quinzaine, 12, je sais plus. Voilà, donc 14. J'ai dit une quinzaine, on a 14 salles, plus les préaux, plus l'arrière, donc c'est assez important. Et en plus, je ne sais pas si on ne compte pas le petit bâtiment derrière, plus la salle des pompiers. Enfin voilà, ça fait quand même assez grand, plus la cantine. Enfin voilà, donc tout ça, c'est des questions évidemment qu'on se posera, mais je voudrais, avant d'avancer sur ce sujet, être sûr que le transfert soit validé. Et aujourd'hui, il ne l'est pas. Voilà, il n'est pas officiellement validé. Donc voilà, mais évidemment, on aura une attention toute particulière là-dessus. Et l'idée, c'est d'en faire plutôt une opportunité pour la commune. Et je pense que ça en est une, puisqu'effectivement, le bâtiment est en bon état. Voilà. Et enfin, je voulais me permettre d'ajouter un point que on a reçu aujourd'hui, la synthèse réalisée par la DGFiP de Tarbes sur la qualité des comptes de la commune. Et il se trouve que cette synthèse est tout à fait satisfaisante pour la commune. Alors la qualité des comptes locaux, c'est pas la DGFiP dit pas si nos investissements sont bons, si on fait les bons choix ou si on en fait assez, pas assez. Ça, elle dit pas ça du tout. Par contre, ce qu'elle dit, c'est compte tenu de ce qu'on fait en dépenses de fonctionnement, d'investissement, etc. Est-ce que c'est bien retranscrit dans les comptes de la mairie? Grosso modo, il n'y a pas de loup. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des choses qui devraient être mises sur d'autres lignes, ou est-ce que tout est bien fait? Et je vais me permettre de lire la conclusion de ce rapport de la DGFiP, donc tout à fait officiel. Au vu de la synthèse ci-dessus, donc c'est la synthèse qui précède la conclusion, la qualité des comptes de Vic en Bigorre est tout à fait satisfaisante. Les quelques points qui ont fait l'objet de recommandations se concentrent sur des sujets relatifs à l'actif et seront régularisés. Le constat est donc largement positif quant à la tenue de la comptabilité de la collectivité. Une étape de suivi sera positionnée au cours de l'année à venir afin d'échanger sur les actions mises en place sur les recommandations proposées. Donc j'en profite pour féliciter tous les services de la municipalité sur un aspect technique, mais qui est important parce que si nos comptes étaient n'étaient pas en ordre du point de vue purement strictement comptable, du point de vue de la comptabilité publique, et bien on ne lirait pas correctement la réalité en lisant les comptes. Donc c'est plutôt déjà une bonne chose. Voilà. Écoutez, je crois qu'on en a fini pour l'ordre du jour de ce soir. Donc je vais vous souhaiter une très bonne soirée et vous inviter, d'ailleurs, on a prévu pour ce dernier conseil municipal avant la rentrée de septembre, normalement, un petit verre en fin de conseil. Le conseil municipal est clos. Je vous souhaite une bonne soirée.